Ok, bon ben bonjour à tous, bonne année à tous. Alors je vais pas vous parler de fromage à pâte molle ou à pâte dure aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai mis sur ma première diapo. Fromage, c'est l'acronyme d'un projet alors attendez, ça marche pas mes animations. Pourquoi ça marche pas? Si ça y est. C'est l'acronyme d'un projet en fait qui s'intéresse à l'agroforesterie dans le Grand Est et à l'impact que va avoir l'arbre agricole sur le microclimat et la ressource en eau du sol. Je vais me focaliser aujourd'hui sur la ressource en eau du sol. C'est un projet qui était financé par l'OFB, qui s'est terminé fin 2025, donc c'est assez récent. On est encore en train de travailler sur le rapport final du projet. Il y avait essentiellement trois partenaires, les UMR Silva, j'étais coordinateur, et les UMR LAE, ainsi que le consultant agroforestier Silvaterra et un partenaire qui s'est rattaché un peu tardivement, qui est Agrivert, qui est basé dans les Vosges. Et en plus de ça, on avait un partenariat avec cinq agriculteurs de la région Grand Est, dispatchés dans toute la région, qui mettaient à disposition leurs parcelles agroforestières, qui étaient toutes des parcelles, je ne l'ai pas dit encore, mais des parcelles d'agroforesterie intraparcellaires, c'est-à-dire des alignements d'arbres dans les champs. Donc en termes de contexte, on a beaucoup d'espoir, en fait, d'espérance en termes de ce que va apporter l'arbre en milieu agricole, en termes d'impact sur un certain nombre de services écosystémiques, que ce soit au niveau aérien ou au niveau souterrain. Donc là, je vous en ai cité un certain nombre. Il y a plein d'études qui ont été réalisées sur tous ces services. Nous, on s'est intéressé spécifiquement à l'impact de l'arbre sur le microclimat, en termes de température et d'humidité de l'atmosphère, et de l'impact de l'arbre sur la ressource en eau du sol. Voilà, et spécifiquement pour les conditions du Grand Est, parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a plein d'études qui ont été faites sur ces services, mais peu finalement sous nos latitudes. Donc, on s'est basé pour répondre à la question sur un réseau de sites. Alors, j'admets les retardations, il y en a d'autres. Voilà. Un réseau de sites, donc je vous disais, qui a été initié dès le projet Potage, en fait, qui était un projet financé par l'ADEME et qui s'est terminé en 2023, et qui était donc 6 sites en agroforesterie intraparcellaire, comme je vous le disais, et qui ont été sélectionnés pour un certain nombre de raisons. D'abord, pour être représentatifs de ce qui se fait dans le Grand Est. Donc il y avait aussi bien des exploitations conventionnelles que des exploitations biologiques, des grandes cultures et des prairies permanentes ou temporaires, etc. Et puis il y avait quand même une certaine homogénéité dans ces parcelles. C'était tout en agroforesterie intraparcellaire, comme je vous disais. Les arbres étaient des arbres pour la production de bois d'œuvre. Les densités de plantation étaient plutôt de l'ordre de 40 arbres par hectare, ce qui est assez standard en agroforesterie intraparcellaire. Voilà. Donc là, juste un petit zoom pour vous montrer à quoi ressemblaient les sites. C'est des photos qui ont été prises en 2025, donc assez récemment. Vous voyez que les arbres, la plus ancienne datait de 2012. C'est celle de Quincé, là, la photo en haut à gauche. De 2012 à 2016, en fait. Donc, mais les arbres les plus chétifs n'étaient pas aux parcelles les plus récentes. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et en termes d'instrumentation de ces parcelles, donc on a, c'est ça que je voulais faire, voilà. On a instrumenté les parcelles d'une part dans le cadre du projet potage. Donc, c'est les sondes qui sont sur ce qu'on appelle le linéaire sous-arboré, donc sur la ligne d'arbre. On avait installé depuis 2018 des tubes dans lesquels on insérait une sonde, ça je vous en avais déjà parlé lors d'autres séminaires, et on faisait une fois par mois une mesure d'humidité du sol au pied de l'arbre et à mi-distance, pour simplifier, à l'arbre suivant où on considérait que l'arbre n'avait plus d'influence sur la teneur en eau du sol. Et on a complété ça dans le cadre du projet fromage en se plaçant cette fois-ci dans la culture. Donc, c'est les sondes d'humidité du sol dans le champ, là. Cette fois-ci avec des sondes qu'on enlevait et qu'on remettait en fonction des travaux que l'agriculteur avait à faire dans son champ. Donc, il y avait cette contrainte-là en plus dans le champ, toujours basée au pied de l'arbre et à mi-distance dans le champ, et à 30 et 60 cm de profondeur, alors que celle qui était sur le linéaire, on allait de 10 à 1 mètre de profondeur avec 4 autres mesures intermédiaires. Voilà. Et on a caractérisé ces parcelles pour un certain nombre d'autres paramètres. En fait, c'était aussi l'intérêt du projet, c'était d'associer ces différences, enfin, cet impact de l'arbre sur la ressource en eau du sol aux caractéristiques des parcelles. Donc les caractéristiques générales, l'âge et la densité de plantation des arbres, les conditions météorologiques globales, l'emprise de l'arbre, donc la taille des houppiers, sa projection, son volume, etc. La nature et la fertilité du sol, euh, et la productivité des herbacées, que ce soit les herbacées du linéaire sous-arboré ou les herbacées de culture ou de prairie qui étaient entre les arbres. Voilà, donc juste pour vous montrer rapidement
Les deux types de mesures qu'on faisait dans le cadre du projet potage, j'avais déjà présenté ces données-là, c'est la fameuse sonde qu'on insérait dans les tubes une fois par mois à chacun des sites pour mesurer, en fait, chaque anneau sur la sonde mesure à une profondeur différente, et on faisait ça dans les quatre tubes répartis à distance croissante de l'arbre. Et à droite de ma diapositive, ce qu'on a fait dans le cadre du projet fromage cette fois-ci, donc dans le champ, avec les sondes que vous voyez là au pied d'une des stations météo, au pied de l'arbre, à 30 et 60 cm, c'est pour ça qu'il y a deux sondes, et à mi-distance dans le champ. Donc, je repasse ça. Ah, ok. Donc, en ce qui concerne les conclusions générales de ces deux projets, je vais juste présenter les conclusions, pas les résultats, parce que j'ai déjà eu l'occasion de les présenter. Ce qui est plus intéressant, c'est que je présenterai après sur l'impact, en fait, le lien de ces différences avec les conditions des parcelles, les caractéristiques des parcelles. Donc, en fait, quand on regarde l'effet de l'arbre, donc en comparant ce qui se passe au pied de l'arbre par rapport à la mi-distance, là où on considère que l'arbre ne va plus avoir d'effet, sur le linéaire sous-arboré à gauche dans le cadre de potage et dans le champ dans le cadre de fromage à droite. Au printemps, dans les deux cas, on s'aperçoit que le sol s'assèche plus vite au pied de l'arbre que dans le champ, en surface mais surtout en profondeur. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il y a une compétition en surface entre l'arbre et les herbacées, mais un accès aux ressources profondes par les racines de l'arbre. Donc, ça paraît être évident, mais encore fallait-il le montrer. Ce qui se passe à l'automne, quand le sol, les conditions hydriques commencent à être favorables, donc il y a moins de contraintes hydriques que la saison d'avant l'été, le sol, dans les deux cas, donc toujours sur le linéaire et dans le champ, se réhumidifie plus rapidement en profondeur et moins rapidement en surface. Et donc l'hypothèse qu'on a fait, c'est qu'on avait une infiltration facilitée de l'eau vers les horizons profonds quand l'eau redevient abondante. Et en été, le sol est moins humide au pied de l'arbre en profondeur que en plein champ ou à mi-distance entre deux arbres. Et ça, on a associé ça à des prélèvements par l'arbre, préférentiellement en profondeur. Et là où les deux systèmes se différenciaient, donc le linéaire sous-arboré et le champ, c'est toujours en été, le sol était plus humide en surface près de l'arbre que dans le champ, sur le linéaire sous-arboré, ce qui veut dire qu'il y avait un maintien d'une atmosphère plus fraîche sur la ligne, mais au contraire, le sol était plus sec en surface, près de l'arbre, qu'en plein champ, dans le champ. Ce qui veut dire qu'on peut supposer que, il n'y avait pas ce maintien d'une atmosphère plus fraîche dans le champ, mais plutôt une compétition entre l'arbre et la culture. Donc, l'étape suivante, comme je vous le disais, c'était d'essayer d'associer ces différences avec les caractéristiques des parcelles. Le problème qu'on avait depuis le début du projet fromage, c'était que ces sondes qu'on avait dans le champ nous donnaient des valeurs en humidité complètement habitables et inexploitable, qui était en centibars, en fait, qui était une tension de l'eau dans le sol. Donc c'est pas du tout intuitif, ça veut dire que quand on est à zéro, on a un sol humide, et quand la valeur augmente, on a un sol de plus en plus sec. Donc ce que vous pouvez voir sur ces figures-là, qui sont en fait des évolutions temporelles sur des périodes d'une dizaine de jours à quatre des sites, une période d'une dizaine de jours sans pluie, en fait, et vous voyez en jaune ce qui se passe en termes d'assèchement du sol dans le champ, et en vert ce qui se passe au pied de l'arbre. Et dans tous les cas, le sol s'assèche plus vite au pied de l'arbre, nettement plus vite que dans le champ, quoi. Donc j'ai essayé de quantifier cette valeur-là en... attendez, j'attends que ça se termine. J'ai essayé de quantifier cette accélération de l'assèchement du sol par l'arbre en comparant en fait la pente de ces deux droites, c'est très linéaire en fait ce qui se passe, euh, au pied de l'arbre et dans le champ en faisant le rapport en fait que j'ai appelé l'accélération de l'assèchement du sol par l'arbre. Et associer cette valeur à toutes les autres caractéristiques des parcelles en termes de climat, de fertilité, de nature du sol, de rendement, etc., et d'impact sur le microclimat et sur cet assèchement du sol. Donc, ce que vous pouvez voir dans le plan principal de cette ACP, donc ça c'est l'ACP en 2024, elle a été faite aussi en 2023, c'était 2 années assez tranchées en termes de précipitation, mais finalement on retrouve à peu près la même chose. Donc là, le plan principal, il explique un peu plus de 65% de la variabilité, avec l'axe 1 qui est plutôt un axe qui est défini par les variables d'atténuation du microclimat. Vous avez atténuation du VPD là, atténuation de l'amplitude de température, etc. Et aussi défini par la vigueur des arbres, en fait. La vigueur des arbres qui était ici le volume de houppier, dans ce cas-là. Et bon, ce qui veut dire que, enfin, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas du microclimat, mais ce qu'on peut quand même voir, c'est que plus l'arbre est gros, plus il va avoir un impact positif sur l'atténuation du microclimat, ça paraît logique.
Et on avait inversement une relation négative avec l'assèchement accéléré du sol, en fait. Donc, je vous ai dit juste avant que, quel que soit le cas de figure, l'arbre accélère l'assèchement du sol. Et là, en fait, vous avez une corrélation négative entre cette accélération de l'assèchement et la taille des arbres. Et ce qui veut dire qu'en fait, même si l'impact de l'arbre est globalement négatif, il accélère l'assèchement du sol, plus l'arbre va être gros, plus son impact sur l'assèchement du sol va être limité, en fait. Donc ça, c'est pas très intuitif et je vais essayer de vous expliquer juste après les hypothèses qu'on fait pour l'expliquer. Avant, je voulais juste vous montrer que on a une indépendance, en fait, de ces variables-là avec la granulométrie du sol et l'ensoleillement ou la chaleur du site globalement. Et donc, comme je vous disais, en fait, donc là, le graphique montre la relation entre l'accélération de l'assèchement du sol, relation négative, et l'atténuation du VPD. En fait, ça veut dire que plus l'arbre va atténuer le VPD, moins l'assèchement du sol sera rapide. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais le détailler juste maintenant, en fait, avec un schéma. Donc ici, vous avez un schéma au stade précoce, donc quand l'arbre est relativement petit. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va avoir une compétition entre l'arbre et la culture au niveau racinaire pour l'eau du sol dans les horizons superficiels, avec donc quand l'arbre est jeune, une compétition essentiellement, donc un effet relativement négatif. Et qu'est-ce qui va se passer dans les stades plus matures de la plantation? L'arbre va grossir, bien sûr, donc on a toujours la compétition dans les horizons superficiels, mais cette fois-ci, on a un ombrage de l'arbre qui va réduire le VPD et donc réduire la transpiration de la culture. Donc ça, c'est l'effet, la corrélation négative que je vous montrais juste avant sur le plan principal de l'ACP. Et au niveau racinaire, la même chose, enfin pas tout à fait la même chose quand même. On va avoir un autre effet positif de l'arbre qui va atteindre des horizons plus profonds et donc une eau plus profonde à laquelle la culture ou la strate herbacée n'a pas accès. Donc un partage de niche à ce niveau-là. Et donc, quand l'arbre s'étoffe, on a deux effets. Il réduit la transpiration de la culture et il accède à des horizons de sol plus profonds. Donc, on a un effet négatif atténué, même si l'effet de l'arbre sur la ressource en eau est globalement négatif. Donc, juste pour résumer ça avec un petit schéma où je reprends juste le plan principal de mon ACP. Donc, on a une relation positive, atténuation du microclimat, vigueur des arbres, négative avec l'assèchement accéléré du sol, et pas de lien avec la granulométrie du sol et le climat global des parcelles. Donc, en conclusion, on a plusieurs effets de l'arbre sur la ressource en eau du sol. Donc, on a des effets bénéfiques de l'arbre sur l'acquisition de ressources hydriques profondes quand l'eau est rare, sur l'infiltration de l'eau en profondeur quand elle est abondante. Mais l'arbre est en compétition avec les cultures, plus avec la culture qu'avec les herbacées linéaires sous-arborées pour les ressources de surface, et il accélère globalement très fortement l'assèchement du sol. Et ces effets négatifs sont néanmoins atténués lorsque l'arbre grandit et que l'effet bénéfique de l'arbre grandit également avec sa croissance, l'effet bénéfique sur le microclimat. Pourquoi? Parce qu'on a une réduction de la demande évaporative de l'air et un assèchement donc du sol atténué. J'espère que j'ai été clair. Je voulais juste finir en vous présentant quelques supports en fait qui sont issus du projet qui a été assez productif en termes, pas forcément en termes de publication scientifique, mais en termes de transfert vers la filière, vers les étudiants, etc. Notamment sous la forme de support pédagogique. On a fait des choses à ce niveau-là, de flyers à destination du monde agricole. On a organisé des rencontres et des échanges avec les agriculteurs pour leur présenter nos résultats. Il y a eu des articles dans la presse agricole régionale. On a participé à des tables rondes lors d'événements nationaux. Il y a un certain nombre de capsules vidéo présentant les résultats du projet, et essentiellement de potage d'ailleurs plus que fromage. On a participé, où les résultats ont aussi été présentés lors du rallye d'aéroforesterie du Grand Est. Il y avait des visites de parcelles dans toute la région dans ce cadre-là. Un certain nombre de posters scientifiques également, et vous pouvez retrouver tout ça en fait. Donc on a aussi fait un travail de mise en commun des résultats avec ceux d'autres projets sur le microclimat qui est encore en cours dans le cadre du RMT agroforesterie. Et la plupart de ces supports, vous pouvez les retrouver sur le site web de Potage, en fait, qui est aussi celui de Fromage maintenant, et où on centralise un peu tout ce qu'on a fait et toutes nos activités. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je suis prêt à répondre à vos questions.
Je t'écoute, Oliver. Oui, bah merci, c'est super intéressant. Ça montre que, comme d'hab, les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on pense. Euh, Effectivement, je suis pas sûr d'avoir tout 100% compris. Alors, si j'ai bien compris, par exemple, une chose que tu as dit à la fin, là, c'est la compétition pour l'eau est plus forte avec les cultures qu'avec les plantes herbacées dans la bande. Oui, Alors, je me suis posé la question, si les cultures sont effectivement des céréales, des grandes cultures de céréales, il y a certainement un labour avant se semer. Et donc, ça veut dire que les racines en surface des arbres ben, vont être régulièrement être détruites, ce qui va forcer les arbres soit mettre plus de racines dans la bande, soit d'y aller plus profondément. oui. Vous avez regardé ça un peu? Parce que dans ce cas-là, je fais... j'ai du mal à m'expliquer pourquoi la compétition avec les cultures est plus forte que dans la bande. En fait, chaque parcelle avait une gestion différente. Certaines, effectivement, il y a une espèce de travail qui était fait le long de la bande pour faire plonger les racines des arbres. Mais ça, c'était le cas à certains sites et c'est loin d'être le cas à tous. Moi, là, en fait, l'hypothèse que enfin, la réflexion que je me faisais, c'était que les plantes de grande culture sont des plantes qui ont été améliorées, à mon avis, et qui sont beaucoup plus agressives pour la ressource en eau que les plantes du linéaire sous-arborique, qui sont des plantes qui s'installent spontanément, en fait, qui n'ont pas Hmm. été sélectionnées et qui ont pas une capacité compétitive vraiment importante, quoi. C'est plutôt à ce niveau-là, moi, que j'ai expliqué la différence, Oui, qui transpirent plus parce qu'ils produisent plus de biomasse et du coup, oui. qui ont été sélectionnées pour ça, ouais. Ouais. Et donc, effectivement, donc ça, c'est ma deuxième question. Je ne sais pas si tu as les données, mais est-ce que tu sais à partir de quelle humidité de sol les arbres ferment leurs stomates et les céréales? Puis l'idée un peu de savoir, fait quand il y a une sécheresse qui s'installe, est-ce que c'est les arbres et les céréales qui vont continuer à transpirer plus longtemps avant qu'ils ont commencé à fermer? Non, on a aucune donnée là-dessus, mais effectivement, c'était des choses qu'on pourrait regarder, effectivement, on est équipé pour le faire. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. Ok, bah merci. Je t'en prie. Mhm. Quel partage. Donc, je sais pas si quelqu'un veut poser une question. Jean-Luc, on t'entend pas. Salut, Euh, merci. Je suis arrivé en retard, hein, peut-être que ma question est inadéquate. Euh, je voyais que finalement la réduction ou l'augmentation, en fait, la variation de captation de l'eau par les arbres par rapport à la parcelle environnante sur ton ACP, finalement, elle est très liée à la matière organique du sol et en particulier à carbone et azote. On voit sur ton graphique, voire plus lié au carbone et azote que lié à ton microclimat. Comment t'expliques ça là? Tu vois ce que je veux dire hein, sur la CP, carbone azote, c'est quasiment ce qu'il y a de plus corrélé négativement à cette réduction de transpiration. Bah, c'est vrai que dans le plan, ça apparaît proche, mais en termes de corrélation, ça ressortait pas significatif. Et enfin, je l'ai pas présenté en fait la différence. Les sites qui se différenciaient comment dire, il y avait une sorte d'indépendance plutôt entre la fertilité du sol et Tu peux nous remontrer la CP là, parce que là c'est quand même, ça me paraît pas cohérent avec ce qu'on voit sur la CP, hein, qui est vraiment vous le voyez là? pas encore. On voit juste, moi je vois que le premier, le Mercier, ouais c'est ça, voilà c'est ça, ouais, tu vois. Ouais, tu vois, ton carbone azote, là, ils sont, en plus, l'azote, par exemple, il est tout au bout. Donc, il peut pas être mal corrélé, tu vois. Il doit être à 0,9, c'est pas sur un autre axe, hein, c'est bien sur cet axe-là et il est hyper corrélé, quoi. Donc, tu as vraiment quand même, tu as sûrement une relation entre ta vitesse d'assèchement et l'azote. C'est pas possible. Sinon, la CP donnerait pas ça, quoi. Regarderai, ouais, mais qu'est-ce que tu aurais une explication pour Bah, je sais pas, c'est que la matière organique joue un rôle dans la dynamique de l'eau, quoi, hein. Mm, mm.
Et donc, ça veut dire que tu as peut-être des différences de, je sais pas, il faut regarder tes différences de taux de matière organique entre les endroits où tu as mis tes capteurs, tes sites, je sais pas quoi, si c'est intersite ou si c'est intrasite et entre tes capteurs. Mais du coup, je sais pas, les analyses, elles ont été faites une fois à plusieurs endroits, enfin, ça dépend, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être un rôle, et, il y a pas et c'est connu, entre guillemets, hein, il y a un rôle du taux de matière organique sur la réserve en eau, la dynamique de l'eau, c'est possible. D'accord. Je vais Ah, creuser ça, oui, en fait, mais ouais. Parce que je- ça apparaît quand même, franchement, sur la CP, là, tu vois, ça apparaît fort, quoi, hein. Je veux dire, bon, ok. ouais, c'était juste une réflexion. Et du coup, moi, j'ai une question encore plus bête, là. Du coup, finalement, le message, c'est quoi par rapport à l'eau et l'agroforesterie? Du coup, c'est bien ou c'est mal, hein? Tu as des côtés positifs et puis tu pompes plus d'eau. Donc, qu'est-ce que tu délivres comme message à la fin pour l'eau? Et il faut que ce soit aussi manichéen que ça, tu penses que... Bah, bon, ok, d'accord. Tu as le droit de dire Non, tout je à sais pas. fait. Il y a des choses positives et des Ok. choses moins bonnes, je pense. Mais après, on n'est pas Ouais. allé jusqu'à faire des bilans hydriques, hein. On a essayé Nathalie était impliquée là pour essayer d'utiliser Biljou sur nos parcelles, mais ça a jamais été possible parce que les couverts sont trop discontinus. Donc on boucle pas un bilan hydrique, hein. Donc bon, Parce que tel que tu le présentes, on a quand même l'impression à la fin que c'est quand même la quantité d'eau disponible pour la culture est réduite, quoi. Tu vois, c'est ce que j'en retiens, quoi, un peu. Donc c'est plutôt négatif entre guillemets, quoi, tu vois. Mais bon, moi, globalement. je pense, hein, surtout dans les stades précoces, mais après, l'impact sur la ressource en eau du sol, c'est pas le seul, c'est ce que je présentais au tout début, le Ouais. service qu'on attend de l'arbre en milieu Ok, agricole. ok. Non, mais si on se concentre sur l'eau uniquement, quoi, hein. Oui, Ok, tout à fait. Ouais. merci. Ouais, je t'en prie. Oliva. Juste pour revenir sur la question de Jean-Luc, l'histoire de la l'azote peut être purement corrélatif, hein. Plus de carbone total dans le sol peut dire plus d'azote. Plus d'azote veut dire que les arbres poussent mieux, donc vigueur est augmentée. Hmm. Plus grande canopée, plus d'impact pour le VPD, et ça diminue l'assèchement du sol. C'est que une histoire de corrélation, hein. Donc Non, c'est non, pas non, non, il n'y a non, pas non, non. forcément Je m'inscris en faux, Oliver, je m'inscris en faux, on en discutera, mais l'azote total n'a aucun rapport avec la disponibilité en azote. Aucun. C'est juste ce qu'on voit là, la carbone, azote, matière organique, tout ça c'est un lot, c'est juste une image de la matière organique du sol. C'est-à-dire ce qui représente 90% de l'azote disponible. Le reste, ce que les plantes bouffent, c'est les 5% qui sont mis en solution par les bactéries via la nitrification et la modification. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout là dans cette analyse, hein. L'azote disponible n'est pas du tout visible dans cette analyse. ouais, mais il peut quand même être lié à la saute totale. Quelque Non, part. très peu, très peu. Regarde, Pas dans un sol forestier, mais là on est dans un sol agricole, qui est ouais. labouré et tout. Ah, c'est vrai, t'as Et, raison. C'est un sol agricole, je sais pas, ouais, t'as raison, c'est peut-être mieux lié. Hmm. C'est une bonne question, ça. Nous, on retombe souvent dessus, on ne sait pas répondre parce qu'on n'est pas du tout agricole. Est-ce que le taux de matière organique joue vraiment sur la disponibilité en azote dans les sols agricoles? Bon, dans les sols forestiers, c'est sûr que non, tu vois. Parce que les humus de type mort, où tu as le plus de matière organique, c'est ceux qui fabriquent aussi des quantités d'azote assez faibles, hein. ouais, oui, oui, Voire ouais. nulles. Hmm. Ok, ouais, Hmm. bah, c'est bien. Discussion intéressante, merci. Ouais. Mathias? Oui, je me demandais, tu montres là sur le petit schéma au milieu que les cultures, ils touchent en fait l'arbre. Mais sur le photo, il me semblait qu'il y a une ligne de verre avec un arbre dedans et c'est pas vraiment proche des cultures. Alors la question de Jean-Luc, est-ce que ça aide ou pas? Je pensais un peu, je sais pas. Est-ce que les cultures sont vraiment influencées par l'arbre? Oui, là, t'as raison. Il y a en général 1 mètre de large, en fait, 50 cm de chaque côté de l'arbre avant que la culture commence. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un ombrage de l'arbre sur la culture, quoi. Enfin, enfin, c'est sûr que les arbres sont petits, hein. Comme je disais, les plus anciens sont de 2012, mais, mais ils ont enfin, une stature à faire de l'ombre et à avoir un impact sur la culture.
même s'ils sont pas directement en contact avec elles, quoi. Mhm. Mais par exemple, qu'est-ce qu'Oliver a dit? Qu'il y a un traitement du sol, ça va couper les racines des arbres. Probablement, c'est pas le fait, non? C'est les racines, ils sont Bah, plutôt. je pense que les racines vont quand même à plus de 50 centimètres de l'arbre de chaque côté, quoi. Donc, à mon avis, si, les racines sont influencées, les racines des arbres sont influencées par le traitement enfin, ce qui est fait dans la parcelle agricole. Après, Mhm. c'est très dépendant des parcelles. Il y a une parcelle notamment qui est en prairie permanente où il se passe absolument rien dans le champ. Donc là, il y a aucun impact. C'est un peu la difficulté, c'est que chaque parcelle est un cas particulier, quoi, parce qu'on a une culture différente qui est pas traitée de la même façon. Les arbres sont élagués de manière drastique à certains sites et pas du tout à d'autres. C'est aussi un peu les conclusions de ce qu'on fait. Ça dépend énormément de l'objectif de l'agriculteur et de la façon dont il gère sa parcelle, quoi. Non, mais pour l'agriculteur, probablement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le rendement. Oui. Alors, est-ce que vous avez pris le rendement des cultures près de l'arbre, loin de l'arbre? Est-ce que tu dis il était un l'ombrage, mais est-ce qu'il était moins de blé ou je sais pas quoi? Il y a un effet négatif en fonction de la distance à l'arbre, oui. Enfin, il y a moins de productivité à proximité de la ligne d'arbre, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qu'on calcule en agroforesterie, c'est aussi le gain qu'il va y avoir en termes de biomasse bois. Et là, en général, c'est positif, quoi. Il y a pour une surface donnée, ce qu'on appelle la surface équivalente assolée, là, qui est le rapport en fait de la productivité de l'arbre et de la productivité de la culture va être supérieure à celle des cultures séparées, arbres, culture agricole. Là, c'est pareil, je sais pas si je suis, si je suis clair, mais en fait, il y a une moindre production agricole, c'est sûr, mais globalement, le système va être plus productif que des surfaces séparées agricoles et forestières, quoi. Mhm. Ok, merci. Je t'en prie. Encore une question? Bon, bah, je vous propose qu'on en reste là. Merci à tous. La semaine prochaine, on aura une présentation par Quentin Gabriac, là, qui est un doctorant de l'UNR Écoessol à Montpellier, qui nous parlera de la faune du sol, des mille pattes notamment, dans les parcelles agroforestières. Donc, je vous invite à venir l'écouter. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bon après-midi. Merci Merci, bonne beaucoup, bonne journée. journée. Merci, salut. Merci Nicolas, bon après-midi à tout le monde. Merci, ciao. Merci.